Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur Couleur FM, Couleur Lyon, pour l'émission, un nouvel épisode de l'émission Ici et Maintenant. Nous sommes le 26 octobre, l'émission que nous enregistrons ce soir sera diffusée à partir du mois de novembre à l'antenne de Couleur FM, Couleur Lyon. Alors ce soir, une émission assez particulière pour deux raisons. D'une part, la première raison, c'est que nous serons plusieurs à l'image. D'habitude, je reçois un seul invité. Et pour une fois, nous serons trois. Nous serons un vrai trio à l'antenne. Donc, nous allons échanger sur un sujet qui est assez comment dire, voilà, j'aurais pu recevoir mes deux invités de manière séparée. J'ai préféré les recevoir ensemble. Pourquoi? Parce qu'on va parler du même sujet, du sujet qui est douloureux, celui de la perte d'un enfant. Ce n'est pas quelque chose qui est dans la logique des choses, on s'en doute bien, et on n'y est jamais vraiment préparé. Et pour autant, ce sont des choses qui arrivent et quand ça vous tombe dessus, faut bien vivre avec, il faut continuer. Et là, je vais recevoir deux invités ce soir, deux mamans qui ont perdu chacune leur enfant il y a maintenant quelques années. Avant de prendre le temps de se présenter à vous. Et puis après, on va échanger un petit peu sur l'après, comment ça se passe pour elles, sachant que particularité de l'émission ce soir, c'est qu'on va parler donc des vécus subjectifs de contact avec un défunt. C'est que les deux mamans que je reçois ce soir ont des contacts depuis quasiment les premiers mois après la disparition de leur être cher, des contacts qui s'illustrent sous différentes formes. Et nous allons échanger sur chacune leur propre expérience. Donc, je vous invite à accueillir avec moi ce soir Hilda Como et également Catherine Kosmala. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir, Cédric. Bonsoir. Alors, est-ce que vous m'entendez bien d'abord? C'est super important. Oui, très bien. Oui, absolument. Alors, je tenais à vous remercier en ce mardi 26 octobre. Pour moi, c'est un jour particulier parce que mon papa, qui est décédé il y a 2 ans, aurait eu 76 ans aujourd'hui. Vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. Il fallait qu'on fasse cette émission aujourd'hui également pour moi, donc c'est important, il n'y a pas de hasard. Je vous laisse vous présenter toutes les deux. Alors, plouf plouf, on va commencer par ordre alphabétique. Allez, Catherine, si tu le veux bien, nous présenter un petit peu ton drame à toi, avec tes mots à toi. Merci Cédric. Eh bien oui, je m'appelle Catherine Kosmala. J'avais un enfant unique, ou j'ai toujours un enfant unique qui s'appelle Julien, qui s'est envolé le 26 septembre 2014. Nous nous sommes dit au revoir, serrés dans les bras à 18h10, à 18h20. Il partait dans un accident de la route. En fait, une voiture lui a refusé un céder le passage. Il l'a percuté et j'apprends à 22h par la bouche de la police chez moi que mon fils n'a pas survécu à ses blessures. Oui, c'est ce récit que tu relates très 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 bien, de manière très émouvante, mais vraiment très réaliste. J'ai vraiment apprécié également ton livre, Je suis là, qui est paru aux éditions Exergue. Donc c'est très Daniel, sauf erreur de ma part. Voilà, donc voilà, tu racontes ton histoire avec beaucoup de pudeur, mais en même temps, on se met à ta place, on est dans l'empathie. Et je te cache pas, ton récit m'a ému. Voilà, donc on va en parler après, parce que là, c'est le drame que tu as vécu, l'attente interminable de savoir, mais il doit m'appeler. Puis comme tu dis dans ton livre, c'est quelqu'un qui est très sérieux sur la route. C'est pas possible, pas mon Julien, pas mon Julien. Et pour autant, à un moment donné, le verdict tombe, comme on dit. Et voilà, la terrible douleur est là, et puis il faut l'accepter et vivre avec. Voilà. Je m'adresse maintenant, Catherine, à Hilda, qui nous fait la gentillesse d'être présente ce soir avec nous. Hilda, à ton tour, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la genèse de ton histoire, si j'ose utiliser ce terme? Oui. Alors, merci Cédric. Alors pour moi, c'est notre fille unique, en fait, Nathalie, qui est décédée après 3 ans d'un cancer, qui après s'est généralisé. Et donc, on a vu cette souffrance grandissante, d'autant plus qu'elle avait 2 enfants toutes petites, puisque quand elle est décédée, elles avaient 4 et 7 ans. Voilà, on a vu cette souffrance et quand même, non seulement elle se battait, mais elle peignait énormément, puisque le dernier tableau qu'elle a peint, c'est-à-dire la veille de sa rentrée définitive à l'hôpital,
Elle a mis d'abord Lapin ses filles, avec beaucoup de fleurs, beaucoup de couleurs. D'ailleurs, c'est la couverture du premier livre. Et elle a mis La vie est un opéra enchanteur pour qui s'ouvre à le voir et l'entendre. Et elle a dit aux enfants, elle a écrit pour ses filles confiance. Donc, je trouve que c'est magnifique quand on sait que c'est fini, quoi, que ça va être fini. Magnifique cette confiance. Et voilà. Et puis cette joie de vivre, ben, s'est prolongée par la suite. Voilà, donc moi j'ai eu Même la après chance, son nom. Hilda, de lire ton livre. Je mettrai tout ça après à l'écran pour le format vidéo de ce soir. Oui. Je suis rayonnante, enfin je suis vivante et rayonnante également, où tu relates également ton histoire de manière également très très émouvante. Toi, ce qui fait ta particularité par rapport aux échanges que tu as pu avoir après les faits et même avant, c'est ce côté un petit peu artistique où tu t'es révélé, tu t'es dévoilé, une âme d'artiste. Alors comme tu le dis dans ton livre, tu n'as pas fait les beaux-arts. C'est de l'inspiration, mais tu fais énormément de pastels qui te sont inspirés dans la journée ou pendant les songes et qui sont retranscrits dans l'ouvrage en question, que ce soit d'ailleurs l'ouvrage de Catherine ou d'Hilda. Je vous invite à vous les procurer, puisque à l'intérieur, voilà, vous avez une histoire très touchante, très émouvante et vraiment personnelle. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, quand ce genre de phénomène arrive, on n'y est jamais préparé. Avec le recul aujourd'hui, on se dit, mon fils Julien, il aurait fêté son anniversaire il y a un mois aujourd'hui pour Catherine, le 26 septembre dernier. Hilda, on a d'autres événements, les petites filles grandissent, ma fille devrait avoir tel âge aujourd'hui, elle ferait telle chose. On est toujours comme ça en train de se dire comment ça serait aujourd'hui. Mais le point sur lequel je vais arriver, c'est que comment ça s'est passé après la disparition pour chacune d'entre vous par rapport à votre démarche pour obtenir un contact? Parce que toutes les deux, finalement, vous êtes orientées vers la médiumnité. Alors, Hilda, ça ne t'ennuie pas que... Donc, non, mais vas-y. Merci, Hilda. Pour ma part, c'est ce que j'appelle ma messagère, c'est-à-dire que je déambule dans les rues de chez moi. Je suis complètement, bien sûr, paumée, perdue, je ne sais plus où j'habite. Et je rencontre pratiquement à me cogner dans une copine qui me dit ça va pas, donc je lui explique brièvement et elle me dit viens, elle a une boutique, elle me dit viens à la boutique, j'ai un livre pour toi. Et elle me donne ce livre qui s'appelle Karine après la vie, que je ne veux pas dire, parce que pour moi, je reste dans ma douleur, c'est la seule façon de laisser mon fils vivant, c'est de souffrir. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça que je le vis. Et en fait, petit à petit, je le lis et je découvre l'infinitude et je découvre tout un parcours que je vais suivre. Je vais suivre le même chemin que les parents de Karine. Et petit à petit, effectivement, des synchronicités font que je me retrouve à l'IFRES. Et j'y suis encore. J'ai ouvert la porte, j'en suis jamais partie. Mais c'est une messagère, quelque part. Je l'appelle ma messagère. Oui. Donc toi, c'est les contacts que tu as aujourd'hui, depuis ce drame avec Julien, c'est via un canal qui est également la médiumnité. Tu n'as pas ce qu'on appelle les vécus subjectifs. Vu Julien dans ton salon, par exemple, tu n'as pas l'odeur, le côté olfactif du contact. Alors, j'ai Julien depuis ma médiumnité, c'est accentué, puisqu'on est tous médiums pour moi, voilà. Et elle s'est accentuée, donc c'est-à-dire que je l'entends dans des choix, des fois il me dit non, ou je l'entends. Quand je lui demande est-ce que tu es là dans tel événement, comme pour aujourd'hui, est-ce que tu es là? Et j'entends qu'il me dit oui, je t'aide. Ouais. D'accord, donc ça s'exprime de différentes manières, c'est pas que le canal via un médium. Non. Pour toi, Hilda, comment a commencé les premiers contacts? Comment ils se sont traduits concrètement? Bien. Alors moi aussi, bien sûr, au début, c'est le trou noir complet, puisque j'ai toute une période d'amnésie totale, toute une semaine où je ne sais pas du tout ce qui s'est passé à la maison. Et puis après, dans la grande douleur, c'est vrai qu'une amie m'avait dit tu vas avoir des signes, mais je ne savais pas ce qu'était un signe. Donc, je suis partie vraiment de très loin. Et le premier signe, ça a été le jour de l'anniversaire de naissance de Nathalie, mais je n'avais pas fait le rapprochement tout de suite. C'est-à-dire que je descendais, parce que je ne dormais plus de toute façon, et je descendais chez moi, et à ce moment-là, j'ai vu le portable de mon mari qui était éteint, je l'ai vu s'éclairer d'une très très grande lumière.
Et je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, je me suis pris un téléphone en criant « Nat, chérie, c'est toi », voilà, spontanément. Et là, j'ai vu ce que c'était qu'un signe. Et après ça, il y en a eu énormément, comme beaucoup de monde. Enfin, c'est pas que, sinon c'est les apports, hein, tout ce qui est papillons, tout ce qui est plumes, les papillons qui, même en pleine nuit, étaient à la maison. Puis alors, en réveillant les enfants, je passais le papillon devant le doigt, il s'envolait pas, quoi. C'est assez rare, hein, le matin à 7 heures, un papillon qui est là. Il y a eu énormément de choses, mais après tous ces signes visuels, olfactifs, puisque très très souvent à la maison, j'ai des heures de lys, les fleurs calimitantes, de lys, des caresses sur le visage, une impression d'être prise dans les bras. Quand je ne suis pas bien, j'ai l'impression d'être prise dans les bras. Et puis, il y a eu aussi des signes matériels. Donc, il y a eu, entre autres, une gravure sur une toile que ma sœur, qui elle est artiste peintre, avait terminée depuis longtemps. Et c'est une spirale. Et donc, on s'est demandé ce que c'était que cette spirale. Donc, j'ai demandé à faire une TCI. Et je lui ai posé des questions. Et entre autres, je lui ai dit, mais chérie, parce que tout de suite, une médium m'a dit, oui, c'est son symbole d'ascension. Ça me semblait tellement énorme. Bon, je veux bien, j'avais eu la première médium, Nadine Bédane, qui est extraordinaire, m'avait donné des preuves qu'on était en contact avec Nat, tellement c'était précis. Mais là, je me suis dit, non, dans la matière, c'est impossible. Donc, lors de la TCI, je lui ai dit, Nat, chérie, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Et c'était une TCI sur fond musical. Je n'arrivais pas à capter une autre radio que la musique ce jour-là. Qui sait pourquoi encore? Et elle me répond, toujours sur la même musique, évidemment, c'est moi, des ronds et des cœurs. Et je l'ai montré à plusieurs personnes, dont Jacques Blangarin d'Infinitude, et tout le monde m'a confirmé ça. Et ensuite, il y a eu deuxième signe matériel, ça a été une gravure sur mon mur, une gravure de plus d'1 mètre, une taille de plus d'1 mètre, ça représente un visage, voilà, un visage et un arbre. Et là aussi, c'est pareil, hein, on a fait constater comme quoi c'était bien ça. Et puis, il y a eu un jour où je l'ai vu. Voilà, alors ça a été le cadeau suprême, puisque je l'ai vu en taille immense. C'était un jour particulier où on opérait mon mari d'une dimension assez importante. C'était la même année, donc j'étais quand même un peu ravagée en me disant non, c'est plus possible. Et là, elle s'est présentée. Voilà. Donc, je donne les détails, mais tous ces signes, c'est surtout dans le deuxième livre. Tout à fait. Une question, Catherine. Vous deux qui avez eu ce besoin à un moment donné de rentrer en contact, et on le conçoit largement, qu'on ait envie de garder un lien, on ne veut pas que ce soit rompu. Est-ce que tu as, toi, Catherine, par exemple, des conseils à donner? Parce que quand on est dans la détresse, on a toujours peur d'être abusé quelque part, de tomber sur l'escroquerie, le charlatanisme, il ne faut pas se cacher la face, ça existe. Bien sûr. Est-ce que tu as des conseils à donner quand on est dans cette situation de détresse où on est tellement dans l'attente? Oui, absolument. J'en ai fait l'expérience aussi. Hein. Quand je suis perdue, j'ai pris des contacts avec des médiums. Et de toute façon, on a juste envie qu'on nous parle de notre enfant. Donc, quoi qu'on nous dise, de toute façon, on prend. Hein. Même si on nous raconte des trucs qui n'ont rien à voir avec lui, on prend. Et donc, ce qu'il faut faire attention, les plusieurs choses, c'est ne pas en abuser. C'est-à-dire ne pas avoir ce besoin constamment. Et un médium qui vous dit, oui, venez toutes les semaines, il y a quelque chose qui ne va pas. Un bon médium, il va vous dire, je ne vous revois pas avant 1 an. Parce qu'il faut cheminer entre deux. Hein. C'est un changement. Et si tu permets, Cédric, effectivement, ça me faisait penser en écoutant Hilda, oui, des signes, bien entendu, moi aussi j'en ai eu beaucoup. Hein. J'ai eu des photos dans mon livre, je n'ai eu que les signes qui étaient visibles. Et je pense surtout, on avait échangé avec Hilda au téléphone sur ce signe-là, ce signe avec le camion, quoi. Parce que c'est l'un des premiers signes que j'ai vus aussi. En fait, je suis dans ma voiture. On est un mercredi. Le lundi, c'est mon anniversaire. Et le vendredi, je dois partir en déplacement à la rencontre d'Alain Joseph, qui est un très, très bon médium aussi. Et je suis dans les bouchons et je dis à mon Julien, super, quoi. Même pas un petit signe, alors que j'en ai… Et en fait, j'ai un camion qui me double, qui se pile devant moi. J'allais sortir tous les noms d'oiseaux que je connais. Et en fait, mes yeux se lèvent et je tombe sur l'arrière du camion, sur la porte du camion, sur lequel est dessinée en fait une carte postale avec un petit garçon assis en tailleur, et c'est marqué bon anniversaire et bon voyage.
Donc ça, c'est l'un des signes aussi où là, on se dit, oula, il se passe quelque chose quand même. Image d'ailleurs que tu as fait publier dans ton livre à la fin, parce qu'on retrouve justement toutes ces synchronicités avec le fameux Titi à l'arrière du camion, ou les petites médailles, toutes ces images, on les retrouve. Toi, de ton côté, Hilda, est-ce que tu aurais des conseils à donner? Je sais que tu fais beaucoup de conférences également, tu échanges sur le deuil justement. Oui. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces personnes, à ces papas, à ces mamans qu'on appelle lumineuses? On en parlera après des mamans lumineuses, mais les papas aussi. Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement à ces parents qui sont dans la douleur et qui vont trop facilement peut-être vers des médiums qui ne le sont pas vraiment pour certains, je dirais, pour certains, il y en a des très bons, heureusement. Moi, je dirais comme Catherine aussi de faire attention déjà à la fréquence. Il ne s'agit pas d'en devenir un petit peu addict, quoi. Eux-mêmes d'ailleurs, les bons conseils médiums le conseillent. Et puis bon, demander un petit peu conseil parce qu'il y en a quelques-uns qui sont extraordinaires. Hein. Moi personnellement, j'en connais quelques-uns qui sont merveilleux. Puis il y en a d'autres qui abusent. Ceux-là, il faut les éviter. Hein. Qui demandent conseil. Hein. Là, je n'ose pas trop faire des trucs, mais voilà. Catherine parlait, disait justement, quand à un moment donné, un médium qui est sérieux va vous faire remarquer à un moment donné, on se revoit dans un an. Mais ça n'empêche pas le parent endeuillé qui a besoin d'aller voir un autre médium, puis un autre médium, puis un autre médium. C'est quand, à un moment donné, selon vous, c'est quand à un moment donné qu'il faut prendre conscience que là, on est dans la dépendance et qu'on n'est plus tellement dans, je dirais, quelque chose de normal, quelque part? Moi, pour ma part, je dirais c'est à partir du moment où on s'aperçoit qu'on ne peut pas vivre entre les deux rendez-vous. C'est-à-dire si on commence à mettre sa vie entre parenthèses et ne plus vivre que pour ces rendez-vous, là, il y a quelque chose qui est pas aidant, en fait. C'est pas aidant. Oui. Je sais pas ce que tu en penses, Hilda. Oui, absolument, absolument. Et puis faire partie des groupes, ça aide énormément. Des groupes de mamans. Alors, je ne dis pas de faire partie de 50 groupes, parce que c'est vrai qu'il y en a énormément. Mais quand on est bien dans un groupe, je crois que c'est important. Et puis, il ne faut pas hésiter à appeler. Moi, je sais que généralement, je donne mon numéro de téléphone. Souvent, je le mets même dans mon livre. Alors, pas que je sois quelqu'un d'extraordinaire, mais je suis une maman comme les autres. Et j'ai un petit peu trouvé ma voie petit à petit. Donc, entre mamans, on se comprend. Et souvent, quand on a fini de parler, on va mieux. Donc, il ne faut pas hésiter à demander conseil. Ça n'est pas dégradant, ça n'est pas de la faiblesse, au contraire. Au contraire, hein, demander conseil, discuter. Et puis après, on est mieux, on avance. Il n'y a pas que les médiums. Il n'y a pas que ça. Oui, c'est ça. Moi, je te rejoins complètement, Hilda. Moi, suite à mon livre, je suis contactée par des mamans aussi que j'accompagne. On fait un bout de chemin ensemble, jusqu'au moment où elles arrivent à remettre leurs deux pieds l'un après l'autre. Et voilà, et on échange là-dessus. Et c'est vrai que tu as raison, Hilda. Il y a le médium, effectivement, mais il y a pouvoir parler. Et quand on parle d'une souffrance commune, les mots résonnent et on n'a pas besoin de justifier, d'expliquer. On n'est pas jugé et on peut dire tout ce qu'on a à dire sans pudeur, quoi. Et c'est important, oui. Juste pour rappel, nous sommes, pour ceux qui nous écoutent dans la voiture ce mois de novembre, nous sommes à l'antenne de Couleur FM 97.1 et Couleur Lyon. Je reçois ce soir dans l'émission Ici Maintenant Hilda Cuomo et Catherine Kosmala, qui ont toutes les deux perdu leur enfant, leur être cher, comme on dit. Donc Hilda, c'est Nathalie qui est partie en 2012. Et pour toi, Catherine, Julien, qui est parti à 25 ans en 2014, tout ça fait quelques années, mais comme on dit toujours, le deuil, c'est pas quelque chose qui s'arrête avec le temps, c'est éternel, on vit avec, et d'autant plus quand on est dans cette situation qui n'est pas logique en soi de perdre un enfant. Juste une question à toutes les deux également. Là, on parle de ces premiers contacts que vous avez eus. Vous êtes allé, donc vous avez fait un cheminement vers les médiums. Quel est le regard de vos proches dans ce cas-là? Par exemple, les enfants de Catherine, de Nathalie, qui sont petites mais qui grandissent tout doucement, qui comprennent que, tiens, mamie, elle va avoir des médiums. Ou toi, Catherine, également de ton côté, par rapport à Jean, ton compagnon? Non, on n'est plus ensemble depuis plus de 2 ans. Mais dans le livre, tu fais allusion à Jean, entre autres. Oui. Comment ça se passe par rapport au regard extérieur quand on consulte comme ça des médiums? Hilda, par exemple, je te pose la question.
Alors, mon mari a dû se dire, bon, du moment que ça lui fait du bien, pourquoi pas. Mais quand j'en suis revenue la première fois, j'étais tellement surexcitée parce que je ne savais pas ce qu'était un médium. Et quand elle m'a donné, Nadine Bédane m'a donné ces détails précis sur Nathalie, sur les filles de Nathalie, sur le papa, sur le mari, et sur nous, j'étais quand même surexcitée. Et il a dû se dire, bon, je pense qu'elle en rajoute un peu, quoi, parce que ça l'arrange. Et il m'a dit, la prochaine fois où cette dame passe dans la région, je viens avec toi. Et donc, il est revenu avec moi. Et il a été tellement étonné qu'il avait même du mal. Il m'a dit, il faut qu'on attende un petit peu avant de reprendre la route parce que ça l'a vraiment stupéfait. Et maintenant, les autres fois, généralement, j'y vais seule. Mes filles, au début, avaient peur un petit peu presque que je perde la raison, quoi. Elles se sont dit, mon Dieu, maman, elle va finir dans une secte, c'est plus possible. Elles me l'ont dit après, bien sûr, en me disant, chacun me disait, tu connais quand même ces gens, bon. Et puis bon, maintenant, elles ne sont plus que rassurées, puisque elles-mêmes vont dans le même sens. Et quant aux petites de Nathalie, eh ben, au début, je n'en parlais pas, elles étaient trop petites, et puis le papa n'était pas trop pour. Maintenant, où elles sont plus grandes, où elles ont lu les livres, et puis je leur en parle. Pas systématiquement, mais je parle de tout ça. Je vais me faire un peu l'avocat du diable dans cette émission. Là, je vais vous taquiner un petit peu parce que quand je lis vos ouvrages, alors moi, je vous ai accompagné dans vos livres, hein, respectivement, mais je me pose une question. Voilà. Concrètement, les médiums que vous rencontrez ou quand vous allez voir des personnes qui vous donnent des détails précis sur Julien ou sur Nathalie, des fois, on ne se dit pas, mais est-ce que alors, vous disiez toutes les deux, oui, je suis convaincu que c'est Nathalie, il me l'a décrit comme ci, comme ça, ou Julien. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, c'est facile d'aller consulter des profils, d'aller voir des choses, de retrouver des photos, enfin, je ne sais pas, là, je me fais vraiment l'avocat du diable. Toi, Catherine, à un moment donné, est-ce qu'on y pense? On se dit, bon, est-ce que je ne suis pas manipulée? Est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est tellement facile d'obtenir des réponses, des questions avant de rencontrer quelqu'un? Aujourd'hui, vous allez sur Facebook, je parle de 2021, mais ça existait déjà à l'époque. C'est facile d'aller sur un réseau social aujourd'hui, de retrouver le profil d'une personne décédée. Et après, on sait qu'on va recevoir la maman et on lui raconte plein de choses que la maman peut qu'acquiescer finalement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Catherine? Moi, je te dirais que si les médiums font ça, ils ont beaucoup de temps à perdre parce que ça doit demander vraiment un travail d'investigation terrible. Donc, je pense que je ne suis pas sûre que le jeu en vale la chandelle. Et pour Julien, en fait, pour moi, ce qui est le plus important, enfin surtout avec le cheminement avec l'IFRES, auquel je fais partie du groupe depuis 6 ans, les contacts que j'ai avec Julien, ce qui est le plus extraordinaire, c'est sa personnalité. Au-delà, parce que comme effectivement Julien incorpore le médium, c'est sa personnalité. Là, on peut pas la trouver sur les réseaux sociaux, sa personnalité. Oui. Voilà. Je reviens juste par rapport, on va parler de l'IFRES, ces séances, donc tu as affaire à Joël, je crois, principalement, qui ce phénomène d'incorporation, c'est qu'en fait, dans des périodes assez régulières, c'est pas toutes les semaines, mais c'est tous les mois qui ont suivi, on va dire, tu te rends à l'IFRES et là, en fait, autour d'une table, il y a… Alors, à un moment donné, tu parles dans ton livre d'une cellule également, mais surtout, c'est que… de contact. Voilà, ce qui m'a surpris, moi, c'est ce phénomène d'incorporation. Joël, en fait, intègre la personne de Julien dans son corps et quand Julien réagit… Oui, c'est ça. Alors, comment ça se passe? Raconte-nous concrètement. Ouais, excuse-moi. Effectivement, donc, dans l'IFRES, il y a beaucoup d'ateliers. Il y a effectivement ce qu'on appelle l'atelier des questions personnelles. Ce sont des séances où les gens viennent demander un contact avec un défunt. Julien incorpore, mais c'est le seul qui le fait. Les autres, non. Et c'est une question, effectivement, qu'on s'est posée avec l'IFRES. Pourquoi? Et depuis maintenant, on est des amis, on se voit. Les contacts que j'ai avec Julien sont plus du tout pour la petite maman qui veut des nouvelles de son fils. Je sais qu'il va bien. Je sais que c'est moi qui suis en déplacement et lui qui est rentré à la maison. Les contacts sont vraiment dans le but du témoignage maintenant. C'est-à-dire que moi personnellement, on me dirait demain, Julien, il a autre chose à faire, fini les contacts, pas grave. C'est vraiment dans le but de communiquer. Mais oui, effectivement, c'est une incorporation, c'est-à-dire qu'il y a les sourires, il y a les mimiques, il y a quelques mots. Il peut me dire maman. Il a même dit à un moment, la séance était trop longue.
c'était une autre personne, une autre entité qui se communiquait. Il a dit tout haut, et je l'ai enregistré. Maintenant, c'est à moi. Il en avait marre d'attendre. Je suis obligée de lui dire arrête, Julien. Donc oui, c'est un phénomène. Et Alain Joseph incorpore aussi. Hein, donc, oui, tu en parles au début du ouais. livre. C'est Infinitude. Non, c'est un autre. Non. C'est un Alain médium que tu Joseph allais voir Bellès, en Bretagne. oui, Tu c'est allais un voir en médium en Bretagne. Bretagne. Qui est impressionnant d'ailleurs dans le livre, impressionnant, tout ce qui est les détails qu'il te raconte, c'est même perturbant. On se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est impressionnant. Toi, Ida, de ton côté, tu as affaire à des médiums régulièrement, c'est toujours les mêmes, tu fais allusion dans ton livre, qui sont très, très compétents. On ne remet pas en doute leurs compétences. Et à côté de ça, tu as tous ces pastels là, qui t'inspirent, qui sont omniprésents dans ton ouvrage. Peux-tu nous parler un petit peu de cette émergence en toi, de cette créativité? Comment ça s'est traduit au début concrètement? Alors en fait, il y a eu une différence. Les médiums au départ, j'en ai vu quelques-uns de moi-même, mais le problème c'est qu'après, c'est Nathalie qui les contactait directement. Et donc j'avais un coup de fil, par exemple, de Mathieu Gordien, qui me disait, ta fille s'est présentée, elle veut que tu écrives un autre livre, et elle dit, maman, arrête ton témoignage pour prouver, mais par des petites présences, ma grande absence, et passe vraiment à l'étape supérieure. Et c'est comme ça que j'ai écrit le 3e livre, celui que tu as entre les mains, Cédric, parce que ça n'est plus un témoignage, c'est celui-ci, voilà. Et là, elle a pris contact avec la première médium que j'avais vue donc en 2012, toujours Nadine Bédane, qui après s'était retirée. En fait, on n'avait plus de nouvelles de cette dame. Et Nathalie a repris contact avec elle en lui disant « Il faut que maman maintenant écrive un autre livre. Et cette fois-ci, elle va parler de ma vie ici. » Et donc, j'avoue que j'avais très peur d'écrire ce livre parce que je me disais, je ne suis pas médium, ils vont se dire, elle est devenue folle, quoi. Carrément, elle nous parle de l'au-delà alors qu'elle est ici, qu'elle n'a même pas fait de MDE. Et là, il lui a dit, mais dis-lui qu'elle écrive avec son cœur et puis je vais la guider et puis ça va aller. Et une autre personne m'a dit, Michel Marchal m'a dit, il va falloir faire des pastels. Et comme je n'ai jamais su dessiner, elle m'a même dit pastelliser. Bon, on a tous ri du terme. Au bout de quelques fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on vous dit qu'il faut faire des pastels. Je suis allée acheter les pastels. Bon, mon mari ne comprenait pas mon attitude. Mais bon, il me dit, mais elle te dit de marcher sur la tête, ta fille. Tu deviens vraiment folle. Oui, si elle me dit de marcher sur la tête, j'y vais. Et j'ai acheté les pastels et j'étais crispée, bien sûr, ne sachant pas dessiner. Et là, elle m'a dit, vas-y, laisse-toi faire et tu verras. Et il y a des pastels qui sont faits les yeux fermés, carrément. C'est-à-dire que je vois le résultat après. Ou alors, je fais un fond et après, je sais pas ce que je vais dessiner souvent. Et puis alors après, il y a eu les visions, etc. Et voilà, soit le jour, soit la nuit, et il y a eu des pastels différents. Là, j'en suis à plus de 150 quand même. 150 pastels. Alors, il y en a un certain nombre dans le livre. Là, on est en direct, en visio sur les réseaux sociaux, donc j'en montre quelques-uns que tu peux éventuellement commenter au fur et à mesure. Tu es assez prolifique quand même en pastel. Tu m'en as envoyé un récemment qui date du 22 octobre, donc je le mets à l'antenne, c'est celui-ci, c'est Mon étoile. Peux-tu nous raconter un petit peu pour celui-ci sa petite histoire par exemple? Ça a été une vision que j'ai eue pendant une méditation. J'ai vu cette étoile et je voyais des tas de fleurs dessus. Et puis après, il y avait comme une cascade de cœurs qui tombaient sur... apparemment, c'est moi qui suis en bas. Disons que je me voyais moi en bas. Et avec tous ces cœurs qui tombaient comme si c'était des pétales, en fait, comme si c'était une cascade. Et alors, comment concrétiser ces fleurs? Parce que le pastel, c'est bien beau, mais c'est comme de la craie, en fait. Donc, je suis obligée de prendre des photos. Et donc, j'ai mis des vrais pétales pour que ça ait l'air, que ça donne du volume. Ça a été vraiment le dernier, là, pour ces jours-ci. D'accord, c'est vrai que je regardais les pastels, il y en a, enfin, t'en mets assez régulièrement. Alors, il y a des périodes où tu es plus prolifique que d'autres d'ailleurs. Une question, pareil, je me fais toujours un peu l'avocat du diable. Quand il y a disparition, on parle de l'âme qui se désincarne, qui devient esprit, qui s'en va, une vibration, une énergie. Moi, je prends toujours l'image un peu du feu follet qui se déplace, qui est là, tout ça. Et pour autant, quand je lis chacune d'entre vous, on a l'impression qu'en fait, que Julien ou Nathalie sont sur simplement un autre continent. D'ailleurs, je peux que c'est dans une de vous deux qui fait allusion à un autre continent dans son livre, peut-être toi, Catherine. Et ils sont décrits
Alors, comment ça se passe concrètement? Ils se présentent toujours à nous de la manière dont on les a connus. Oui, oui, toujours. Vas-y, Catherine, Toujours. surpris. Oui, oui, toujours. Ils se présentent toujours à nous de la manière dont on les a connus, de la façon dont on les a connus, à un âge qui peut être différent. Moi, par exemple, Julien, il a choisi maintenant d'être à l'âge de 14 ans, d'avoir le physique de l'âge de 14 ans, c'est ce qu'il m'a dit dernièrement, parce que ça lui convient, c'est une époque qui lui convient. Mais oui, oui, ils se présentent toujours de manière à ce qu'on puisse les reconnaître. Mais en même temps, c'est ça. En même temps, enfin bon, là, je parle un petit peu, je parle toujours un petit peu de l'IFRES parce que j'apprends beaucoup de choses avec l'IFRES, parce que cette association fait de la recherche sur la survivance, de la recherche scientifique. Et Julien nous explique plus qui sont comme des ondes, en fait. C'est plus des ondes. Ils ont plus de corps, ils ont plus voilà, ils ont plus de cœur, ils ont plus de corps, ils ont plus de cordes vocales, donc ils peuvent pas parler avec. Mais ils sont comme des ondes, quoi, enfin un corps éthéré, quoi, comme on peut les imaginer. Une espèce donc tu parles d'ondes, tu parles d'énergie, enfin de vibration. Tu es d'accord avec ça, et Hilda, tu es d'accord avec ça également? Absolument, absolument. Quand ils se présentent, que ce soit par l'intermédiaire d'un médium ou quoi, ben, c'est normal que ce soit le prénom et puis qu'on puisse les reconnaître, sinon, comme tu disais Catherine, mais sinon, même quand je fais des décorporations ou quand j'ai des visions d'elle, enfin de de Nathalie, je la vois comme une énergie, c'est uniquement de l'énergie en fait. Mais sinon, quand je la vois avec un visage humain, en fait, elle se présente à moi avec ses cheveux longs, hein, pas comme les derniers temps, quoi. Elle est très belle avec ses cheveux longs et très souvent, quand elle vient me prendre par la main ou quoi, mais je suis vraiment, enfin, le verbe suivre, quoi. Je suis une énergie. Elle me tient. Moi, je suis corps humain et elle me tient par la main et elle m'emmène et elle, c'est de l'énergie, en fait. Et c'est tout à fait ce que je ressens. Et de l'autre côté, ils nous voient également comme une énergie. Nous, être incarnés. C'est pour ça qu'on arrive à communiquer. Ce sont les énergies qui communiquent. Bien sûr. On est toujours à l'antenne de Couleur FM 97.1 et Couleur Lyon sur le bassin lyonnais. Pour ceux qui nous écoutent dans la voiture ou dans le canapé ou en replay, bienvenue parmi nous, quoi qu'il arrive. Je remercie un peu tous ceux qui sont derrière les petits commentaires qu'on a aujourd'hui. Dieu sait qu'il y a beaucoup de monde. Je remercie pour ces petits. Je vous laisserai les lire après en antenne, Catherine et Hilda. Il y a Dominique, il y a Nadine, il y a Reine, il y a Sarah également, puis il y en a encore tant d'autres, Véronique, Marie-Noël. Donc, bonsoir à toutes. C'est quasiment que des dames en plus. Bonsoir à toutes et puis merci en tout cas de nous suivre sur le direct live sur Facebook et sur YouTube. Une question, je vous taquine encore, mais c'est volontaire parce que je l'ai ressenti à un moment donné quand j'ai lu votre ouvrage. On parle donc d'énergie, de vibration, c'est voilà, on communique comme ça. Alors expliquez-moi une chose, parce que toutes les deux, alors j'ai noté les pages et tout, mais je ne vais pas vous sortir tous les pages précisément. J'entends à un moment donné que Nathalie, elle peint, elle travaille, elle apprend, elle écrit, elle dessine. Mais si on est énergie, on ne dessine pas, on n'écrit pas, on est volatile. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus de main. Alors comment on explique ça en fait concrètement? Parce que c'est tellement beau tout ça, c'est tellement décrit. On reviendra après à la description de l'au-delà qui est donnée par Julien et Nathalie. Mais déjà cette notion de je travaille, j'apprends, j'écris, je suis toujours en train de travailler. Et ça, souvent je l'entends de la part des médiums qui nous disent là, j'ai eu le cas pour mon frère personnellement, ton frère il ne peut pas venir nous rejoindre, là il travaille. Comment on explique ça, Hilda par exemple? Je te laisse commencer. Ou alors il est en formation. Moi, des fois on me dit mais non, en ce moment elle est en formation. Voilà. Donc elle évolue. C'est pour ça que j'avais fait l'oiseau d'ailleurs. Là j'avais compris que mon livre était fini parce que j'avais vu un oiseau, enfin en vision. L'oiseau, non pas celui-là, l'oiseau du paradis. Je ne sais pas si je l'ai envoyé. Il est dans le livre, en fait. D'accord. Voilà, j'ai compris que c'était fini, que le livre était terminé en attendant le prochain, puisqu'on annonce un autre livre. Mais oui, il paraît qu'ils ont ils ont énormément de travail et ils évoluent au fur et à mesure, parce qu'au début, on me disait, par exemple, que Nathalie accueillait les enfants qui étaient, alors là, je cite les termes d'une médium, qui était mort de mort pas belle. Voilà. Donc, ensuite, elle accueillait des enfants qui avaient eu la même maladie qu'elle, ou des enfants estropiés, donc pour leur apprendre qu'ils pouvaient tout envoyer balader, qu'ils étaient libres. Et voilà, et puis c'est vrai qu'il travaille, il paraît qu'elle dessine, qu'elle peint. Bon, actuellement, elle est en formation encore, donc
ça n'empêche pas. Et voilà, tous le disent. D'ailleurs, même la description de l'au-delà est magnifique. Il paraît qu'il voyage aussi. Il voyage énormément. Ah oui, mais tout est possible. Hein. Oui, oui, tout à fait. Toi, Catherine, par rapport à cette notion de je travaille, j'apprends, je suis toujours entre deux vies quelque part, tu l'expliques toi aussi dans ton livre? Ouais, dans le premier livre, effectivement, Julien est plus dans l'attente, puisque au début, il ne comprend pas, comme c'est une mort violente, il n'a jamais pensé à la mort à 25 ans, donc il ne comprend pas. Donc le premier livre, c'est vrai que c'est beaucoup le cheminement en fait de Julien, l'apprentissage de son nouveau statut d'entité, et donc c'est un petit peu compliqué. Donc au début, il ne veut pas écouter les guides, il ne veut pas évoluer, il veut continuer à garder un lien avec la terre, en fait. Hein. Il a envie de manger, il a envie des choses qu'il ne peut plus faire. Donc moi, de mon côté, je l'accompagne à accepter cet état, et ça m'aide aussi à accepter notre nouvelle vie. Par contre, dans le deuxième livre qui arrivera, là, effectivement, on a passé une étape, et il parle effectivement du travail. Donc, dans le premier, il a été chercher maman, donc ça a été l'une de ses premières missions. Quand maman est décédée, c'est lui qui est venu la chercher. Aujourd'hui, il m'explique qu'effectivement, il accueille les gens. Aujourd'hui, il explique aux gens, aux personnes, comme lui a eu du mal à l'accepter, son nouveau statut, c'est à lui aujourd'hui d'expliquer aux personnes qui sont désincarnées que, voilà, là où ils sont, qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Et puis parfois, il voyage notamment au Pérou. Il m'a dit qu'il voyageait à la vitesse de la pensée. Il explique que c'est comme des espèces de tuyaux dans lesquels il passe, et qui les transporte en fait dans des lieux différents, mais à une vitesse comme le temps n'existe pas. Hein. De l'autre côté, on est toujours sur un présent perpétuel, pas de présent, pas de passé, pas de futur, pas d'espace. Il n'y a pas les mêmes dimensions qu'ici. Oui. D'ailleurs, tu le fais bien ressortir dans ton livre, parce que régulièrement, à chaque fois que tu reprends contact, tu fais allusion à hier. Des fois, il s'est passé un mois entre les deux, et tu expliques bien, mais tout comme Hilda d'ailleurs, qu'il n'y a plus cette notion de temps et d'espace. D'ailleurs, il nous parle même, je crois que c'est Julien à un moment donné, qui s'agace même de ne pas aller sur d'autres planètes. Oui, on lui en parle. Oui, comme il était effectivement impatient quand il était sur Terre, hein, l'impatience de ses 25 ans, donc c'est là aussi un trait de caractère qu'il a conservé, puisqu'on conserve notre personnalité tout au long de l'éternité. Pas que dans cette vie-là, mais tout au long de l'éternité. Donc, oui, s'impatience, il a envie d'aller voir de nouvelles planètes, il a envie. Mais d'abord, il faut qu'il apprenne à se calmer. Et ça, il a un petit peu de mal au début. Maintenant, ça va très, très bien. Le prochain ouvrage, vous verrez, il est beaucoup plus calme, il accepte sa condition, il est super content, super heureux, il va super bien. Alors, je progresse dans le raisonnement que j'ai eu tout à l'heure. Donc, on sait qu'aujourd'hui, voilà, ils vivent des expériences à leur niveau, on va dire, là où ils sont. Et par contre, souvent, que ce soit toi, Hilda, ou toi, Catherine, Julien et Nathalie décrivent l'au-delà comme quelque chose de merveilleux, le monde merveilleux de lumière. Et Dieu sait que là, Nathalie, pareil, a fait allusion que c'est formidable. Les musiques sont totalement encore plus percutantes que ce qu'on entend nous sur Terre. C'est toujours pareil, ça fait toujours penser un petit peu quand Raymond Mondi a sorti son livre sur les EMI en 75, La vie après la mort. La vie après la vie. La vie après la vie. Il s'est posé, après il est revenu un peu sur ses dires en disant attention, je ne veux pas écrire une ode au suicide. On a à vivre notre instant, notre vie, et puis à la limite, c'est parce qu'on accepte la mort qu'on vit mieux d'ailleurs notre vie terrestre. Vous en pensez quoi parce que souvent ça revient, c'est beau, c'est lumineux, c'est le paradis, quoi. Donc qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Catherine. Alors moi, ce que dit Julien, c'est que la mort, c'est pas si facile que ça. Parce que en fait, oui, effectivement, moi par rapport à la musique, par exemple, quand je lui dis t'entends de la musique, il me dit maman, je l'entends pas, je la vis, parce que comme c'est des vibrations, il la vit, il l'entend plus. Après, ils créent leur propre réalité, donc effectivement, ils créent la réalité dont ils ont envie. On ne va pas faire de la physique quantique, mais en tous les cas, ils créent leur réalité. Mais il dit la mort, c'est pas quelque chose de si évident, parce qu'on revoit son bilan de vie, parce qu'on prend conscience de ce qu'on a fait ou pas fait. Donc, il dit, c'est pas évident. C'est pas si évident que ça, la mort. C'est pas douloureux, c'est un autre monde, mais c'est pas youpi, quoi. Hein.
Ouais. On a quand même des choses qu'il faut qu'on regarde en face et dont il faut qu'on prenne conscience, puisque la conscience survit au corps, il faut que l'on prenne conscience d'un certain nombre de choses. Et Julien, pour ça, il l'explique par rapport à qu'il n'a pas su bien aimer, qu'il a été impatient, que parfois il n'a pas été super cool. Il revoit le film de sa vie avec les acteurs de sa vie présente et celle de ses vies antérieures. Et donc c'est pas si simple que ça au début. En tous les cas, pour l'expérience que je vis avec Julien. Et toi, ton expérience avec Nathalie, Hilda? Nathalie, elle insiste. Oui, justement, Nathalie fait beaucoup. D'abord, elle a été accueillie par le fils qu'elle avait perdu parce qu'elle avait fait une fausse couche. Donc, c'est lui c'est cette grande énergie, comme elle dit, qui est venue l'accueillir. Et elle avait dit ici, je suis sûre que c'était un petit garçon. Et effectivement, c'était un petit garçon. Mais elle insiste souvent en faisant la différence entre l'esprit et l'âme. Elle dit quelle est la différence alors entre l'esprit et l'âme? Alors, l'esprit est attaché au corps, à la vie terrestre. C'est-à-dire que, comme elle dit, mon esprit a souffert de laisser mes filles, même si maintenant nos rapports ont changé, nos liens ont changé, parce que l'amour est universel. Voilà. Donc, elle dit l'esprit est attaché au corps. Et bien sûr que c'est une souffrance de quitter la vie. Par contre, l'âme, non, parce que l'âme suit la trajectoire pour laquelle elle est là, pour laquelle elle est créée. Et finalement, elle accomplit son chemin sa mission de vie. Et l'âme n'a aucune souffrance parce que c'est son accomplissement, en fait. Donc, elle insiste beaucoup là-dessus. Et pour parler de l'esprit, justement, qui souffre, comme preuve, entre guillemets, si on peut dire une preuve, elle m'avait fait dire par le médium Bertrand Retailleau, je te remercie de m'avoir prise dans tes bras au moment de ma renaissance, comme tu l'as fait au moment de sa naissance. Et je dis que c'est une preuve, entre guillemets, parce qu'aux derniers instants, j'étais toute seule avec elle. Donc, je ne sais pas comment Bertrand Retailleau, qui n'est même pas d'ici, aurait pu me voir prendre Nathalie dans mes bras pour son dernier souffle. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a émerveillée. Bien sûr. Une chose qui m'a fait sourire, Catherine, de ton côté, c'est dans ton livre, quand on va parler un peu d'incarnation, de réincarnation. Julien, avant te fait allusion, il te dit je vais bientôt. Enfin, il y a un dialogue avec les guides aussi. On va en parler, les guides. Les guides qui te précisent que Julien est bientôt en phase de réincarnation. Et Julien te dit à un moment donné je vais me réincarner en femme. Chouette. Tu peux raconter cette anecdote? Oui, effectivement, il parle de réincarnation, il parle qu'il doit revenir, mais encore une fois, comme il n'y a pas d'espace-temps, revenir, ça peut dire dans 10 ans, dans 20 ans, on ne sait pas. Et en fait, oui, on lui dit, tu vas revenir en femme, et il dit, c'est rigolo, je vais voir ça de l'intérieur. Oui. Il n'y a que quand je lui dis, tu sais, il va falloir que tu ailles dans le ventre d'une nouvelle maman, là, il dit, non, j'y vais plus. Mais ce qui est formidable, c'est qu'à travers ça, il explique aussi qu'on a le choix. C'est-à-dire que le libre arbitre, il est très important. Et on nous dit pas, tu vas te réincarner, ou il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de bien et de mal. Ça, c'est quelque chose d'humain. Et dans cet autre monde, nous venons tous, il n'y a pas tout ça. Donc, il a effectivement un chemin de réincarnation à faire. On lui propose de le faire en fille maintenant, mais c'est lui qui choisit. Et ça, je trouve ça très doux comme pensée, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Il n'y a que sur Terre où on nous donne des obligations, mais de l'autre côté, non. Donc oui, il devrait revenir, mais ça a changé depuis, ça a évolué depuis. D'accord. Le dernier message récent, il irait plutôt sur une autre planète que sur la planète Terre, en fait. D'accord. Et toi, Hilda, te concernant cette notion de réincarnation, de choix, de l'âme qui va intégrer le corps d'une nouvelle maman, cette notion de libre arbitre, toi, ton expérience? Oui, alors moi, du point de vue réincarnation, non, elle ne m'en a pas parlé. Par contre, par rapport à la mission de l'âme, la mission qu'on suit, on a quand même une certaine liberté pour accomplir cette vie. Le choix, elle m'en a beaucoup parlé par rapport à avant sa naissance, c'est-à-dire, comme elle dit, merci d'avoir accepté ce choix. Parce que, en fait, nos âmes se sont choisies. Et heureusement qu'on oublie, hein. Donc j'aurais accepté, c'est pour ça qu'elle me remercie, j'aurais accepté de vivre cette douleur immense. Et
quand elle m'a choisi. Bon, heureusement qu'on oublie quand on arrive sur Terre, hein, qu'on vit jour le jour, on vit pleinement sa vie. Et c'est par rapport à ses filles, c'est pareil. Hein, elles se sont choisies mutuellement. Donc, nous choisissons. Mais elle ne m'a pas parlé, par contre, de réincarnation. Elle me parle beaucoup d'avant son incarnation et avant la mienne. Où donc, à l'origine, nos âmes se sont choisies pour vivre un moment, une période ensemble. C'est toi, Hilda, en page 42 de ton ouvrage, tu précises Ouais. l'enfant peut être une âme plus avancée spirituellement Oui, que la maman qui le porte, enfin qui porte l'enfant. absolument. C'est vrai, ouais, c'est intéressant. Je Tu peux en pense que parler un c'est petit ce qui peu? s'est passé d'ailleurs pour Nathalie, Mhm. puisque elle me dit, je suis partie plus tôt, c'est vrai que c'est complètement illogique, mais je suis partie plus tôt, ça n'est pas du tout une marque de cruauté du créateur, pas du tout, du tout. C'est simplement parce que j'avais l'énergie suffisante pour inculquer en toi cette mission, pour que toi, à ton tour, tu puisses entraîner dans ton sillon d'autres personnes et que tu puisses dire et à tout le monde combien je suis vivante et rayonnante. Et si tu te rendais compte à quel point c'est beau ici, tu pourrais le crier sur tous les toits. Alors je le dis ce soir. Voilà, je le dis ce soir. Elle me dit que c'est très beau, qu'elle est vivante et rayonnante et elle est heureuse. Voilà. C'est pourquoi le titre s'est imposé. Parce que pareil, Julien m'a dit également quand il est parti, moi il ne me parle pas d'avant, de choix, bon, c'est des choses que j'ai appris après à l'IFRES, mais il me dit je suis parti pour toi, pour moi et pour les autres. Ça, j'ai eu un mal fou à comprendre ça, parce que, voilà. Et après il me l'a expliqué et il dit regarde, je suis en train de me communiquer. Et toi, ta mission, c'est témoigner. C'est ça. Donc, tu vas faire quelque chose de grand, maman. Alors, merci Cédric de me permettre de faire ce chemin de témoignage. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté l'invitation ce soir, parce que c'est jamais évident, 1 heure, on peut pas tout aborder, et c'est assez compliqué. J'aimerais bien revenir sur une notion aussi, on fait souvent l'allusion, enfin le comparatif rêve et songe. Alors là, je m'adresse à Hilda, parce qu'elle y fait allusion dans son livre. C'est quoi la différence entre un rêve et un songe, concrètement? Dans le songe, ce qui se passe, l'événement ou la personne, etc., c'est vraiment précis, c'est un ressenti de réalité. Et cette sensation que l'on a, on la garde. C'est-à-dire qu'il y a quelques années où j'avais rêvé que Nat venait, elle est arrivée avec une petite jupe courte, toute excitée, et je me dis, c'est pas possible que ce soit elle, parce que quand même dans le rêve, on se rappelle que notre enfant n'est plus sur Terre. Et elle me disait, mais oui, c'est moi, mais regarde, touche-moi, embrasse-moi, profites-en, parce que je ne sais pas quand je pourrai revenir. Et elle me serrait très fort les bras, et j'en ai encore la sensation. Donc c'est ça, le songe, c'est la visite, en fait. Et quand je fais des songes, soit de Nathalie, soit, ça dépend, soit de mon guide, soit quand on me donne certaines consignes, où j'avais tout un texte, bon, hélas, j'en ai oublié la moitié, le temps de me lever, on me disait ce qui allait se passer, en fait, et quand j'ai vu l'étoile et il y avait écrit tu feras de belles choses, alors tous ces songes-là, c'est réel, hein, c'est vraiment, c'est du concret, quoi, en fait. C'est du concret. Ça, c'est la visite. Tu partages, Catherine? Oui. Oui, Cédric, excuse-moi, moi je ne l'ai pas mis, les songes Oui. que j'ai faits, Julien, je ne les ai pas mis dans le premier ouvrage, je pense que je les mettrai dans le deuxième. Et je rejoins tout à fait Hilda, c'est quelque chose qui a une connotation réelle. Moi, le songe que j'avais fait de Julien, le plus important et le premier, c'est au moment où, en fait, je commence à le chercher et je fais un songe où je suis donc amenée, parce que là, je suis vraiment amenée dans un endroit où il y a des lits, en fait, qui sont de chaque côté. Je vois mon gamin, donc c'est blanc, c'est comme si je glissais. Mon gamin est allongé, je le vois, il est sur le côté, je m'assois à côté de lui, il se redresse, il me prend dans ses bras, je sens la chaleur de sa peau, je sens la petite larme qui mouille ma joue, et il me dit « Maman, c'est trop tôt, je suis fatiguée ». Et le songe s'arrête là, mais je le sens encore. Pourtant, ça fait 6 ans. Et je pourrais décrire, peindre. Non, Hilda, c'est toi qui vas le peindre, je ne sais pas le peindre. Mais, je te promets rien. Ouais, un songe, c'est d'une force, c'est une réalité. Il nous reste un peu plus de 7 minutes, ça passe très très vite. Des conseils aujourd'hui à des mamans ou des papas qui vivent un tel drame pour s'orienter. Alors je ne parle pas de médiumnité, je parle d'association, on a parlé tout à l'heure des mamans lumineuses. Je voudrais en parler, je voudrais aussi remercier pendant que j'y pense, parce que j'y pense
depuis le début de l'émission, c'est mon amie Sonia Barcala, Mm. que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, c'était un petit peu avant l'été dans Ici et Maintenant. Je salue Sonia et qui Salut m'a Sonia. permis, Oui, qui m'a c'est vrai. permis de vous rencontrer, qui vous connaît personnellement également. Et c'est grâce à elle qu'on est ce soir tous les trois présents à l'antenne. Voilà, cette association, par exemple, il y en a plusieurs, je vous laisse les citer pour celles qui vous tiennent à cœur. Les Mamans Lumineuses, entre autres, vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consistent ces milieux associatifs? Je te laisse Hilda, parce que moi je connais plus l'IFRES, je pourrais juste parler un Oui, petit peu de l'IFRES après. bien sûr, alors je La te laisse première- parler, Hilda. Déjà, le premier conseil que je donnerais à ces papas, à ces mamans, enfin, et puis aux frères et sœurs, parce que il ne faut pas oublier non plus que c'est une souffrance terrible pour les frères et sœurs. Moi, mes filles me parlaient d'un trépied qui était cassé, quoi. Donc, il n'y avait plus d'équilibre. Il faut aussi penser aux frères et sœurs, parce que sinon, les parents risquent d'être uniquement nubilés par l'enfant parti, entre guillemets. Hein. Voilà, l'enfant envolé. C'est aussi accepter leur douleur, accepter de pleurer. Voilà, accepter leur douleur parce qu'il faut des étapes pour tout ça. Et en ce qui concerne les associations, bon, moi j'ai connu au début, dès le début, j'ai connu le Point Rose. Le Point Rose a été créé par Nathalie Paoli. C'est une association qui est à Cabriès, c'est-à-dire pas très loin de Marseille. Plan de Et c'est campagne, pour ceux qui connaissent. voilà, c'est une maman exceptionnelle. Oui, plan de campagne, exactement. Oui. C'est une maman exceptionnelle, Nathalie Paoli, et il y a tout un réseau, il y a beaucoup de force, beaucoup de création, beaucoup de soutien. Voilà. Et puis après, j'ai connu les mamans lumineuses plus tard, 3 mamans voilà, qui ont ce grand mérite. Tu vas sûrement en parler, et toi aussi. Voilà, qui font de très très belles choses aussi. Voilà, c'est important le partage, de communiquer, de savoir qu'on n'est pas seul à vivre un tel drame. Ouais, parce que j'ai l'impression, moi, d'une grande construction, en fait, hein, avec des pierres emboîtées, et dès qu'il y a une pierre qui s'effondre un peu, ben, toutes les autres vont se serrer pour reformer de nouveau cet édifice en équilibre. Et toi, Catherine, pour l'association et l'IFRES? Ouais, l'IFRES, déjà, moi, ce que j'aimerais dire aux mamans et aux papas, c'est laissez-vous le temps, quoi. Et laissez personne vous dire, voilà, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, maintenant, il faudra peut-être que tu te relèves. Prenez le temps qu'il vous faut. Ce qui est important, c'est voilà, c'est vous qui savez ce qu'il faut, c'est vous qui avez les ressources en vous. Et allez vers des associations, parlez avec des parents qui sont comme vous, mais laissez-vous le temps, laissez personne vous dire ce que vous devez faire. Parce que par grâce, ils ne savent pas la douleur qu'on traverse, ils ne peuvent pas la toucher du doigt. Donc, ils ne peuvent pas savoir. Ils sont bienveillants, mais ils ne peuvent pas savoir. Donc, prenez votre temps et vous allez y arriver. Et voilà, je voulais juste parler un peu de l'IFRES, effectivement. Donc, pour ceux qui veulent les voir, c'est une association qui s'appelle IFRES, ifres.org. C'est une association qui a 30 ans d'âge, qui fait de la recherche sur la survivance, qui a donc construit une cellule de contact, ce qui marche avec la trioscopie, avec des formes aléatoires, un laser holographique, enfin, tout un tas de la brume, etc. Et dans cet espace-là, il y a des empreintes de l'au-delà, enfin, d'entités qui viennent se manifester à nous. Moi, j'ai eu le visage de mon fils, j'ai eu des cœurs. Chaque week-end, tous les dimanches, on se réunit. Tous les dimanches, on a des empreintes. Allez voir sur le site, vous allez voir, même moi qui fais partie de l'association, j'en reviens pas. Et ce sont aussi des gens bienveillants qui accueillent, et on peut parler de tout ça. Et il y a bien sûr Infinitude, Hilda. Il y a bien sûr Jacques Blangarin, qui fait un boulot monstrueux depuis tant d'années avec Monique qui est partie. Et là, on est accueillis, on est entourés. Moi, ils m'ont sauvé la vie, quoi. Ils m'ont sauvé la vie. J'ai trouvé l'association. L'association Il y a l'association Les Mimosas aussi, à Orange. À Orange, Michel Marchal. Voilà. Énormément d'associations qui ouvrent leurs portes, qui permettent le partage, de communiquer, de prendre conscience qu'on n'est pas seul, isolé. Justement, c'est important d'aller vers les autres, de s'ouvrir et de partager. Je tenais vraiment à vous remercier à toutes les deux, Catherine, Hilda, d'avoir accepté mon invitation ce soir. Merci à toi. D'avoir parlé de ce sujet qui n'est jamais très, très facile, puisque, comme on le disait au début de l'émission, des fois, on entend l'expression fais ton deuil, ça passera. Non, ça passe pas. Un deuil. Pas de deuil pour les parents. Voilà, quel que soit le deuil. Pour les parents.
Oui, je dirais quel que soit le deuil, on vit avec toute sa vie. Il y a pas on fait pas son deuil, on vit Non. avec, on accepte Exactement. et puis vous avez partagé une très belle expérience. Donc je remonte ce livre, hop, celui de d'Hilda qui est ici que j'ai présenté plusieurs fois pour ceux qui sont en visio à l'antenne également. Vous retrouverez ça sur ma page Facebook, Cédric Legrain, ici et maintenant. Également le livre de Catherine, Je suis là, avec également une très très belle couverture. En couverture du livre d'Hilda, c'est un des pastels qui a été c'est ça, Hilda, c'est un pastel. C'est ma soeur qui a fait ça. Voilà, très bien. Voilà, je tenais à vous remercier. Il reste 1 minute et quelques. Alors, Hilda m'a demandé une petite faveur ce soir. On va l'entendre après, donc on va pas l'entendre nous ici ce soir présent parce que ça sera monté par Laurent. Je remercie qui a la technique derrière, comme à chaque émission, et qui s'occupe de nettoyer la bande son s'il y a besoin, de faire 2-3 ajustements, parce que l'émission, je le rappelle, va être diffusée à l'antenne de Couleur FM 97.1 et sur Couleur Lyon tout le mois de novembre sur différentes plages horaires. Donc chacun pourra sur le secteur ici, dans la voiture, l'écouter tranquillement, avec le casque ou sans le casque d'ailleurs, ou dans le canapé, le soir à la maison. Et la visio que nous avons actuellement, on a la chance, nous trois, de se voir, le replay va être en ligne dans quelques minutes sur YouTube et sur Facebook. Alors on espère que le son sera bon sur le format vidéo, parce qu'avec Laurent, on a fait, surtout Laurent qui est technicien, a fait 2-3 petites retouches. Là, on a un bon son radio, il n'y a pas de souci. On ne sait pas s'il sera pareil sur le visu. Donc, si jamais le visuel n'est pas bon en termes de son sur le Facebook ou YouTube, on fera un ajustement pour synchroniser les voix. Je voulais encore une fois vous remercier. Merci également merci à toi. À Sonia Barcala de nous avoir mis en relation. Merci Sonia. Juste après maintenant, un titre de Grégoire qui tient à cœur de Hilda et qu'on va écouter. Alors, tu peux nous dire le titre, Hilda, de cette chanson? C'est une chanson pour un enterrement, donc c'est un titre un peu triste, mais la chanson est pleine d'espoir. C'est ça, pleine d'espoir, et c'est une très belle chanson, et je te remercie, Hilda, de nous la faire partager. Passez une bonne fin de soirée toutes les deux, et puis je vous remercie encore une fois d'avoir partager cet instant, cette heure avec moi sur Couleur FM, ici et maintenant. Bonne soirée, merci beaucoup Hilda, merci. Bonne soirée, merci. Merci, bonsoir. Merci. Au revoir. C'est bon, c'est